En même temps, il y a d'autres mouvements qui se passent. Les centres de distribution, les installations vont se déplacer en banlieue, en dehors des grands centres. Même, il y a des hubs intermédiaires qui vont se créer parce qu'il y a trop de congestion dans certains centres. Alors ça, c'est des observations qu'on fait ici en Amérique du Nord. Je dirais qu'on pourrait faire des observations assez semblables là, ailleurs en Europe. Et comme je le disais, ça devient un enjeu de développement économique, donc ces corridors-là, ces plaques tournantes, ces portes d'entrée continentales, tout le monde en veut. Le Québec est très actif dans ces lobbies-là. Le mot NASCO, qu'est-ce que ça veut dire? NASCO, c'est un regroupement, un lobby dont le dernier congrès était à Québec il y a quelques semaines, quelques mois. Et c'est un lobby qui veut développer des grands corridors de commerce à l'échelle de l'Amérique du Nord. Alors, NASCO, cette approche-là qui répond aux besoins logistiques, ces pressions politiques-là, le Québec, comment il se situe par rapport à ça? Le Québec, si on regarde une carte, il est à la marge des systèmes ferroviaires et routiers. C'est des choses actuellement dont on parle dans le transport, les gens du port de Montréal, là, ce genre de présentation-là, ces thèmes-là sont discutés actuellement. Comment mieux se positionner, comment améliorer la position du Québec, compte tenu qu'on est à la marge des systèmes, compte tenu qu'il y a un axe qui est très dominant, c'est l'axe le long du Saint-Laurent, qui draine des quantités énormes. Si vous regardez là, les chiffres des déplacements de marchandises, c'est vraiment là, des quantités incroyables de marchandises dans le corridor Québec, Montréal, Toronto, Chicago, etc., etc. Donc, vers le cœur de l'Amérique du Nord. En même temps, le Québec est très conscient de la nécessité d'essayer de mieux se connecter sur le corridor Boston-Washington, parce que c'est l'autre façon de rejoindre l'Amérique et la connexion est beaucoup moins adéquate dans ce sens-là. J'ai représenté sur la carte, si on veut, le corridor principal. Puis il y a un autre corridor ici qui est évidemment important. Et là, on a les régions. Les régions par rapport à ces deux axes-là qui drainent les flux de marchandises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les régions? Le Québec est à la marge, donc les régions sont à la marge des corridors nord-américains. Les enjeux, le premier enjeu pour les régions, c'est l'accès au corridor Québec-Ontario. Il faut donc se connecter sur ce grand corridor-là. Mais il y a un deuxième enjeu, c'est d'essayer de court-circuiter peut-être cet accès-là, le corridor principal, puis de se connecter directement sur le corridor Boston-Washington. Puis il y a des choses qui se font dans ce sens-là. Et un troisième enjeu, c'est la question des infrastructures intermodales. Actuellement, les infrastructures intermodales, on va les concentrer le long de l'axe principal. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut développer des axes, des facilités intermodales en dehors de ces grands axes-là? Pour les régions, ce n'est pas nécessairement facile. Il nous reste 5 minutes. On va essayer d'y arriver. On a d'habitude une autre 3 heures. On marche par 3 heures, les profs. 15 minutes, c'est pas long. Les effets pervers de la centralisation des stocks, des méga centres de distribution. Tout le monde a entendu parler du produit qui descend de l'Abitibi par camion pour arriver à Montréal dans un centre de distribution qui repart emballé vers l'Abitibi. Difficulté de relier les régions entre elles sans passer par le corridor central. Les installations, les infrastructures servent à plusieurs usages. Puis la question de rentabilité aussi. Quand on fait des calculs économiques, évidemment, il y a plus de passagers, il y a plus d'usagers qui vont prendre le pont sur la 25, un pont en région. Donc, quand on fait des calculs économiques, on peut avoir une difficulté de justifier, si on veut, ces infrastructures-là en région. Pour choquer un peu, malgré tout, ça ne va pas si mal que ça pour les régions. Pourquoi? Parce que le transport routier a sauvé les régions. Je fais ça, d'habitude, dans les gens, quand on présente ça dans les congrès de transport, là, la salle se divise en deux. Parce que là, tu as les gens de transport routier, puis tu as les gens de transport ferroviaire. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Le transport routier est mal aimé, mais pour les régions, le transport routier est encore vital. C'est lui qui permet de rejoindre toutes les localités, toutes les entreprises, partout, à cause de sa flexibilité. Ça ne prend pas des gros volumes.
Ça permet d'offrir, et ça a permis, dans les 20 dernières années, d'offrir un service qui n'a jamais été aussi bon que ça. Hein, il y a des choses qui vont bien. Si on regarde les entreprises qui offrent des services, les entreprises de transport routier qui offrent des services entre différentes villes du Québec et Montréal, 1988, au moment où on a déréglementé, 2006, il y en avait 5 en 1988 qui faisaient du Amos Montréal. Il y en a 15 maintenant. C'est vrai pour toutes les régions. Donc, une qualité de service, puis ça, il y a des enquêtes qui ont été faites, une qualité de service pour les entreprises en région qui n'a jamais été aussi bonne que ça. Là, l'histoire est plus compliquée, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises de transport? Mais reste que ça, là, il y a un consensus là-dessus. Ça veut dire que le transport routier, il ne faut pas le négliger dans l'équation. Mais évidemment, il y a peut-être des alternatives au transport routier. Il y a des alternatives au transport routier. Parfois, les gens vont parler de l'Europe. On utilise beaucoup le chemin de fer en Europe. Juste une parenthèse. Autant nous sommes en retard sur les Européens au niveau du transport des personnes par chemin de fer, au niveau du transport des marchandises, c'est eux qui sont en retard. Ça n'existe à peu près pas, le transport des marchandises en Europe par chemin de fer. C'est marginal, alors qu'ici, ça représente plus de 50 du volume des tonnes-kilomètres au Canada. C'est de l'ordre de 5-10 selon les pays européens. C'est relativement efficace. Hein, le transport ferroviaire est rendu efficace dans des grands axes. Il y a du transport intermodal. Il y a des projets en Europe, mais des projets qui ne sont pas nécessairement des bonnes régions pour des bonnes nouvelles pour les régions, parce que c'est des projets qui sont c'est-à-dire qui développent des grands axes. Il y a un projet Fermed qui part de Helsinki et qui se rend jusqu'au détroit de Gibraltar, donc un axe vraiment immense qui draine tout, un projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars. On pourra en reparler. Au Québec, il y a des expériences intéressantes, malgré tout. Plateforme rail-route, Richemont Logistique en Estrie, donc essayer d'offrir une possibilité de faire de l'intermodal en dehors des grandes infrastructures. Acheminement d'alumine. Puis les exemples qui sont là sont intéressants parce que c'est des déplacements sur des petites distances où on a réussi à utiliser d'autres choses que le camion pour transporter de l'alumine entre le port de Trois-Rivières puis Alcoa Deschambault, Alcan, Shawinigan, par rail. Du papier journal qui est exporté en Europe à partir de l'Outaouais et qui sort par le port de Trois-Rivières et qui se rend par rail jusqu'au port de Trois-Rivières. Un autre service régulier maritime de courte distance qui a été développé, White Birch Paper, Québec, Connecticut, on amène du papier journal de Gros-Cacuna jusqu'au Connecticut et on ramène du papier à recycler à Québec. Alors donc, il y a des choses qui se font, qui peuvent se faire. Et ma conclusion, pour alimenter vos réflexions. Quelles sont les conditions, finalement, pour une réussite des actions en transport? Évidemment, une concertation régionale pour assurer la mise en commun des ressources collectives. Je vais aller vite, mais c'est complexe. C'est complexe de changer les chaînes logistiques qui sont développées parce que les entreprises le font parce qu'elles y trouvent un intérêt. Puis c'est un intérêt qui est biaisé parce que, par exemple, on ne tient pas compte de tous les coûts de transport, on s'entend. Mais la logique économique derrière ça est très forte. Hein? Puis il y a plein d'exemples de pays qui ont essayé de changer cette logique-là. Il faut en tenir compte si on veut agir efficacement. Une vision multimodale qui tienne compte des avantages de chaque mode de transport. Donc, ce n'est pas tout au chemin de fer ou tout. Hein? Ça dépend. Stratégie de développement fondée sur des objectifs clairs. Cohérence des actions publiques et privées. Les entreprises de transport doivent être impliquées. Elles sont très présentes, les entreprises de transport en région. Les entreprises de transport routier doivent être impliquées. Et une intégration des actions dans le domaine du transport avec les autres facteurs de développement. C'est sûr que le transport, c'est un morceau du puzzle, mais ce n'est pas tout le puzzle. Et on ne peut pas agir uniquement sur le transport sans tenir compte d'autres facteurs comme les outils, les communications, par exemple, qui sont essentielles, et d'autres. La question de main-d'œuvre, disponibilité de main-d'œuvre, qualifiée, etc., etc. Alors voilà mon marathon.